l'époque, on avait des bérets, et quand on entrait dans une pièce, on se décoiffait. On enlevait nos bérets. Normalement, je devrais pas le dire. C'est bien. En plus, elle a de très beaux cheveux. Dommage de les cacher. Oh, tu veux la garder, ta casquette? Encore plus fort que l'instituteur. Plus fort que l'instituteur. Ça a bien changé. Bon, ça va aller. Hein. En plus, je vais parler français. Ça va te plaire. Tu peux la garder. Voilà. Vous pourrez mettre le verrou, hein, comme ça on ne sera pas dérangé. Bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi. « 7 juillet 1842. Alors je me présente, Jean-Baptiste Renaud. Aujourd'hui, en 1842, cela fait maintenant 22 ans que je suis maître d'école. Tout a commencé en 1816. Je travaillais comme surnuméraire chez M. Benoît à Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine. Et je venais d'entrer dans ma 17e année, et je me désolais encore de vivre à la charge de mes parents, lorsque fut publiée la fameuse ordonnance du roi Louis XVIII portant qu'il serait formé dans chaque canton un comité gratuit et de charité afin de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. Bon, les ordonnances, les arrêtés, les circulaires sur l'instruction du peuple n'ont jamais manqué depuis 50 ans. Mais l'argent, oui. Ah ça, par contre, on a toujours trouvé de l'argent. Pour les rois, pour les empereurs, les ministres, les généraux, les évêques et les soldats. Mais pour éclairer le peuple et récompenser les instituteurs, les caisses ont toujours été vides. Enfin, comme en ce temps de grande disette, la petite miche de 3 livres coûtait 4 francs, comme M. Benoît ne voulait pas me donner 1 centime, et que ceux qui entraient dans l'instruction publique devaient être exempts du service militaire, je résolus de me faire maître d'école. Bon, j'aurais pu m'engager tout de suite, ou entrer chez un épicier. Mais à 17 ans, on voit la vie en beau. Et la profession d'instituteur me paraissait alors la meilleure et la plus honorable de toutes. Bref, le 13 octobre 1816, je partis de Saint-Nicolas, avec une lettre de monsieur le chanoine de Bricqueville, pour monsieur Guillaume, à sa maison d'école. 30 sous en poche, une paire de souliers, quelques effets d'habillement, de chemise, le tout dans un petit paquet. Alors je passais par Lunéville, Blamont, Émingues, et ma route s'arrêtait au bout du village de Lorca. Et comme je craignais de me perdre et que la nuit commençait, rencontrant une vieille femme, pieds nus, qui chassait devant elle 2 chèvres, je lui demandais le chemin de la maison d'école. « C'est là, au bout de la ruelle, monsieur, tout au fond, à droite. » Alors, j'allais à la maison d'école. Et au-dessus était le logement de M. Guillaume et de sa femme, Madame Catherine. Je grimpais les escaliers, j'ouvris une porte, ce qui fit carillonner une sonnette. Le vieux maître d'école et sa femme, en train de peler des pommes de terre et de manger ensemble du lait caillé dans un grand saladier, s'étaient levés pour m'accueillir. Vous arrivez de loin? De Saint-Nicolas-de-Port, monsieur. Ah, et vous avez été sous-maître? Non, je travaillais comme surnuméraire chez un huissier. Ah. Et vous connaissez monsieur le chanoine de Bricqueville? Non, mon père le connaît, ils sont du même village. Ah, est-ce que monsieur le curé vous a dit nos conditions? Ah non, il ne m'a rien dit. Eh bien, vous serez blanchi, nourri, logé, et vous aurez 5 francs par mois. Bon, quant au service, eh bien, vous nettoierez l'église et la sacristie tous les lundis, et l'école tous les jours. Vous m'aiderez à faire la classe. Jamais je ne me suis mieux régalé. Ces grosses pommes de terre roses et farineuses de la montagne et ce bon lait caillé bien frais sont encore l'un de mes meilleurs souvenirs. Quand le fond de l'écuelle était vide, Madame Catherine me conduit dans la chambre du haut, et nous entrions dans ma petite mansarde.
À droite était le lit dans sa grande caisse de sapin, garni de gros draps propres et recouvert d'un large plumon à carreaux bleus, selon la mode des Gaules. Elle posa la lampe sur le plancher et me dit en descendant d'avoir soin d'éteindre la lumière. Alors, je me déshabillai et j'éteignais la lampe, et m'étant couché, je tombais presque aussitôt dans le plus grand sommeil. Mon cœur était soulagé. Je n'étais plus à la charge de mes parents. J'allais enfin gagner ma vie. Le lendemain, je descendais et je trouvais Monsieur Guillaume, qui tout de suite me dit « Vous savez lire, écrire, calculer, c'est bien. Mais connaissez-vous la bâtarde, la cursive, la gothique et les fractions? Connaissez-vous les fractions? C'est tout cela qu'il faut savoir. Il faut avoir fait de bonnes études. Mais cela ne suffit même pas. Qu'un vrai sous-maître devrait aussi se faire respecter. Vous saurez que dans ce pays, tous les enfants sont coureurs, dénicheurs de nids, rapineurs. Ils resteraient toute l'année dans les rochers, dans les bois, au pâturage, à déterrer les carottes, les pommes de terre et les navets des autres. Et c'est pour cela que pendant les 2 ou 3 ans qu'ils apprennent le catéchisme et que nous les tenons sous notre coupe, nous avons juste le temps de les redresser. Et nous les redressons à coups de baguette. Si quelqu'un de ces mauvais gueux vous manque de respect, tombez dessus et tapez. Oui, tapez. Jusqu'à ce qu'il crie. Et que la classe, en entendant cela, pense « Oh, ben celui-là, ce n'est pas Monsieur Jacques ou Monsieur Philippe. Hein. C'est un vrai sous-maître. Alors, ils vous respecteront. »